Lorsqu'Edgar Humbert s'embarque à Marseille en 1905, avec son épouse Marthe, ce sont 30 jours de traversée qui attendent le jeune couple pour rejoindre la péninsule indo-chinoise. Edgar Humbert, passionné de photographie, est lieutenant dans l'infanterie coloniale. Il doit rejoindre son régiment à Hanoï, au Tonkin. La traversée est une succession d'étapes exotiques qui éblouissent ceux qui ont la chance de partir. Et d'abord, Port Saïd, dans la colonie britannique d'Égypte. Puis c'est le passage du canal de Suez, que le Français Ferdinand de Lesseps a fait creuser pour relier la Méditerranée à la mer Rouge, afin de pouvoir rejoindre plus rapidement l'Asie. Puis ce sera Aden en Éthiopie, Colombo au Sri Lanka, et l'incroyable île de Singapour, le Gibraltar de l'Extrême-Orient, comme les Britanniques appellent alors leur colonie de Malaisie. Après plusieurs escales et des semaines de traversée, le paquebot arrive enfin en vue de Saïgon, capitale de la Cochinchine au sud de l'Indochine française. Dans la ville, édifiée presque entièrement par les Français pour concurrencer Singapour, Edgar Humbert est fier d'assister au défilé de ses camarades de l'infanterie coloniale. Une démonstration de force qui rappelle que la conquête de la péninsule a été ici aussi particulièrement violente. Une conquête en plusieurs vagues. En 1859 d'abord, au prétexte de défendre des missionnaires catholiques en Cochinchine, puis en 1881, à l'initiative de Jules Ferry, pour lutter contre l'impérialisme chinois au Tonkin. Cette expédition du Tonkin avait été d'une telle barbarie que les articles dans le Figaro, écrits par un jeune officier de marine, Pierre Loti, avaient alors fait scandale à Paris. Pierre Loti, dont les récits d'aventure feront plus tard la gloire, avait retranscrit honnêtement ce que ses camarades matelots avaient ressenti pendant la bataille. Et le résultat pour le lecteur du Figaro avait été glaçant. Les derniers anamites dégringolent des murs, absolument affolés. Les Français tirent sur eux presque à bout portant et les abattent en masse. Ceux qui avaient la poitrine crevée criaient d'une manière profonde et horrible, en vomissant leur sang dans le sable. On tuait presque gaiement, déjà grisé par les cris, la fumée, par la couleur du sang. Et on se réjouissait de voir tous ces incendies, de voir comme tout allait vite et bien, comme tout ce pays flambait. Marthe et Edgar Humbert, 25 années plus tard, sont éblouis par l'œuvre coloniale française lorsqu'ils arrivent enfin à Hanoï, capitale de l'Indochine. Le jeune couple se promène dans ces nouveaux quartiers que les Français ont imaginés à côté de la vieille ville et où trône désormais une cathédrale flambant neuve, non loin de la rue Paul Bert et de l'opéra français construit en miniature sur le modèle de l'opéra Garnier. Edgar et Marthe sont heureux dans cette capitale aux airs provinciaux qui voit le jeune couple emménager dans une belle demeure à la décoration coloniale si typique. Marthe est le premier modèle de son mari, photographié dans leur intérieur cossu et dans son intimité. Une vie qui pourrait sembler douce et propice à la rêverie si Edgar, l'officier de l'infanterie coloniale, n'avait pas rejoint son régiment composé de tirailleurs indochinois recrutés sur place. Des supplétifs de l'armée française chargés comme partout dans l'Empire de maintenir l'ordre. Et l'ordre,
c'est la lutte contre ceux que l'on appelle alors les pirates. Les pirates, ce sont tous les adversaires de la présence française, que l'on dénomme ainsi afin de discréditer leurs opérations contre la puissance coloniale. Cette occupation française est notamment contestée par un groupe autour de l'intellectuel Phan Boi Cho, qui tente de faire naître un sentiment national vietnamien. Aidé de la Chine et du Japon, il fomente plusieurs complots contre la France, dont le plus célèbre se déroule en 1908. Le projet de ces rebelles était d'empoisonner toute la garnison française de Hanoï avec la complicité de certains tirailleurs indochinois. La répression de la France sera d'une sévérité extrême à l'encontre des tirailleurs que l'on voit ici dans la prison de Hanoï porter l'humiliante cangue en bois traditionnelle. Plusieurs d'entre eux seront condamnés à mort et décapités. Une exécution sordide, en public, que l'on photographie pour en faire ensuite des cartes postales qui seront envoyées en métropole. Bon souvenir d'Indochine et de la rigueur française face à ses ennemis. Présente désormais sur tous les continents du globe, la France n'en a pourtant pas encore terminé avec son ambition coloniale démesurée. À la Chambre des députés, un parti colonial s'est constitué, recrutant au sein de tous les groupes politiques une centaine d'élus favorables par idéologie ou par intérêt aux colonies françaises. Ce parti colonial, dirigé par le député d'Oran Eugène Etienne, est devenu en quelques années incontournable. C'est sous son influence qu'a été menée l'opération de Madagascar, et c'est ce puissant lobby qui s'apprête une nouvelle fois à plonger le pays dans une longue et sanglante guerre impériale. Car il reste encore un territoire africain à conquérir, qui pourrait permettre à la France de contrôler toute l'Afrique du Nord. Le sultanat du Maroc va donc devenir sa nouvelle cible. Le jeune sultan Moulay Abdelaziz, à l'abri des hauts murs de son palais de Fès, était pourtant parvenu à préserver l'indépendance de son petit pays, poursuivant la politique de ses prédécesseurs qui commerçaient depuis longtemps avec les Européens. Allemands, Français, Espagnols et Britanniques étaient les bienvenus dans le port de Tanger et le long de la côte. Mais dans une tragédie en 3 actes, dont les acteurs seront les puissances européennes, le Maroc va voir son destin lui échapper. Le premier acte débute en 1904, lorsque la France et la Grande-Bretagne décident de solder leurs contentieux coloniaux et de s'allier. Ce que l'on a appelé l'entente cordiale comporte plusieurs protocoles, dont un qui consiste à échanger le droit des Anglais à contrôler l'Égypte contre celui des Français à contrôler le Maroc. Un accord qui exaspère l'Allemand Guillaume II. Le Kaiser fait alors une entrée fracassante dans les rues de Tanger, en 1905, pour soutenir le sultan marocain face aux appétits français. La tension est telle que l'on convoque une conférence internationale à Algésiras en 1906. Mais les Français et leurs alliés parviennent à imposer leur vue aux Allemands. Les Marocains, impuissants, sont alors obligés de céder à la France et à l'Espagne le contrôle des villes côtières de Tanger et Casablanca. Si les deux puissances n'ont pas le droit d'intervenir à l'intérieur du pays, elles peuvent désormais déployer leurs troupes le long de la côte, comme elles l'exigeaient. Mais sur le terrain, les Marocains ne vont pas se laisser faire.
Lorsqu'en 1907, le croiseur français le Galilée débarque 60 hommes dans la ville de Casablanca, la réaction des tribus berbères est immédiate. Plusieurs soldats français sont tués. En représailles, le commandant du Galilée décide de bombarder Casablanca. Des milliers de Marocains perdent la vie. Le pouvoir du sultan Moulay Abdelaziz ne résistera pas à l'onde de choc. Il doit abdiquer sous la pression de son frère, qui lui reproche d'avoir bradé la souveraineté marocaine à la conférence d'Algésiras. Le nouveau sultan Moulay Abdelhafid pense, lui, pouvoir tenir tête aux Français et aux Espagnols. Il n'en sera rien. Sous la pression du parti colonial, qui pousse à l'annexion du Maroc, et sous le prétexte toujours le même de troubles à la frontière algérienne, la France multiplie les opérations militaires à partir de 1908, s'engageant dans une guerre coloniale de plus de 25 années, sans doute la moins connue de son histoire.